Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de CCTV français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une de ce journal, le groupe Al-Shabaab a attaqué une base militaire de l'Union africaine dans le sud de la Somalie. Un kamikaze s'est fait exploser avant que les islamistes prennent d'assaut la base située à environ 550 km à l'ouest de Mogadiscio. Al-Shabaab a affirmé avoir tué 61 soldats kényans, membres de l'armée de l'Union africaine, alors que d'autres ont pu s'échapper. Il serait aussi parvenu à prendre le contrôle d'une petite ville dans les environs. Cependant, le bilan n'a pas encore été vérifié de manière indépendante. Une motion de censure a été déposée contre le président sud-africain Jacob Zuma. Ce vote de confiance fait suite au remaniement de son gouvernement qui est intervenu l'année dernière. Il est reproché à M. Zuma d'avoir renvoyé 2 ministres des Finances en moins d'une semaine, ce qui a déstabilisé les marchés et a affaibli la monnaie locale. Ce week-end, le président Jacob Zuma a déclaré que les marchés avaient réagi de manière disproportionnée à son remaniement gouvernemental. En quelques heures seulement, le rand a perdu 9% supplémentaire par rapport au dollar. Le parti au pouvoir, celui du Congrès national africain, estime que Zuma ne peut être tenu responsable pour la réaction des marchés. Mais le parti d'opposition principal semble déterminé à obtenir sa démission. Nous voulons arriver au point où tout le parti présent au Parlement réalise qu'il a échoué et que lorsque l'on échoue, il est normal de laisser la place à quelqu'un qui est capable et compétent, quelqu'un qui serait en mesure d'améliorer la vie des Sud-Africains. L'Alliance démocratique a déposé une motion de censure à son encontre auprès du président du Parlement. Ce n'est pas la première fois que le parti s'attaque au président de cette manière. En septembre 2015, l'Alliance démocratique avait déposé sans succès une motion de censure contre Zuma. Les commentateurs sont convaincus que l'Alliance démocratique sait d'ores et déjà que celle-ci ne sera pas adoptée non plus. Le parti du Congrès national africain dispose d'une large majorité au Parlement. Lors de la dernière motion de censure, 221 députés avaient voté contre le désaveu du président, ce qui représente le double des voix exprimées en faveur de sa démission. Ils ne le font pas parce qu'ils vont gagner, ils le font parce que cela pourra leur servir de levier politique lors d'une élection à venir. Chaque motion de censure laisse une trace et leur servira à faire valoir les échecs du gouvernement actuel et leurs réactions. L'Alliance démocratique a demandé un débat parlementaire de toute urgence. La date de ce débat reste encore à définir. Le nouveau ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, a déclaré que le pays faisait face à des temps difficiles, à l'instar de tous les marchés émergents, bien que ces derniers aient soutenu les pays développés lors de la crise financière de 2008. Pravin Gordhan s'exprimait lors d'une réunion spéciale du cabinet sur l'économie du pays et a exposé plusieurs des défis auxquels le pays était confronté. Il a notamment abordé le cas des entreprises d'État telles que la compagnie aérienne nationale South Africa Airways, pour lesquelles les aides gouvernementales ont été réduites, faisant passer la cagnotte de 900 millions de dollars à tout juste 130 millions. Idéalement, dans un délai aussi court que possible, elle doit pouvoir fonctionner sans aide. Et cela ne s'applique pas seulement à South Africa Airways, cela s'applique à toutes les compagnies publiques. Leur dépendance vis-à-vis des finances de l'État dans la période qui vient est quelque chose qui doit être véritablement surveillé. Elles doivent se maintenir toutes seules et en fait, elles doivent payer des dividendes à l'État. Nous, au sein du Trésor, travaillons avec les équipes de SAA afin de nous assurer qu'elles peuvent gérer leur liquidité de manière appropriée afin qu'elles ne se retrouvent pas avec des problèmes de liquidité. Cela se déroule sur une base hebdomadaire. Les équipes du Trésor et celles de SAA se rencontrent et discutent de ces questions et cherchent les mesures à prendre afin d'améliorer leur efficacité au niveau de leur liquidité à tout moment. Il y a également les questions à moyen terme que j'ai mentionnées. Le retour à la profitabilité, compléter sa stratégie de redressement et de s'assurer du bon type de gouvernance et de direction et d'efficacité à l'intérieur de la compagnie aérienne elle-même. À quelques jours de la visite du président chinois Xi Jinping au Caire, le ministère égyptien du Logement a signé un protocole d'accord avec une entreprise chinoise. Cet accord prévoit la mise en œuvre de projets d'assainissement en zone rurale. Pas moins de 260 villages profiteront de ces avancées, alors que la plupart des régions rurales d'Égypte souffrent de pénuries dans ce domaine. Le système de distribution d'eau potable est accessible à 97% des foyers égyptiens. Dans les villes du pays, on bénéficie d'une infrastructure sanitaire adéquate, alors que 85% des zones rurales égyptiennes n'y ont pas accès.
Dans la plupart de ces endroits, on déplore un excès de déchets que le sol ne peut absorber. Récemment, le gouvernement a initié un programme visant à mettre sur pied des infrastructures d'assainissement dans ces mêmes régions. Cependant, le coût de ces mesures est énorme. Nous avons estimé le coût de ce programme à 100 milliards de livres égyptiennes. C'est pourquoi de nombreuses négociations ont eu lieu au sein de plusieurs pays pour rendre possible certains prêts, subventions ou autres. Cela accélérera la mise en place du programme dès que possible. Le plan de départ prévoyait d'allouer annuellement 6 milliards de livres prélevés sur le budget de l'État. L'objectif était de mettre sur pied une infrastructure sanitaire. À cette vitesse et malgré le déficit budgétaire gouvernemental inquiétant, il aurait fallu à l'Égypte plus de 12 ans pour déployer le projet à l'ensemble des villages. La Chine a alors offert son aide, proposant 1 milliard de dollars sous forme de prêts destinés à ce projet. Il s'agit d'un grand projet et je pense qu'en Égypte, il y a environ 4000 villages. Donc j'estime qu'1 milliard de dollars participeront significativement au soutien de ce programme tout en l'accélérant. Le prêt à taux réduit chinois représente 8% du budget prévisionnel égyptien alloué à ce programme. Celui-ci couvrira 260 des 3400 villages qui ont besoin d'infrastructures sanitaires. Ce projet a été rendu possible par l'accord d'un partenariat stratégique signé l'an dernier par Xi Jinping et Abdel Fattah el-Sisi, respectivement présidents chinois et égyptiens. L'Égypte a mis en œuvre un projet d'envergure pour le pays, un projet qui court jusqu'en 2037. Il donne la priorité aux villages qui ont un besoin urgent d'infrastructures sanitaires. Il permet également de prévoir les besoins nationaux dans ce domaine jusqu'au terme de ce projet. Malheureusement, avec la croissance démographique et les taux d'inflation incroyables, il est probable que l'Égypte a besoin de davantage d'argent pour assurer la pérennité de ce projet. La Chine aide l'Ouganda à améliorer le transport maritime sur le lac Victoria. Elle construit un navire d'une valeur de 13 millions de dollars afin qu'il puisse aider les navires de marchandises entrant ou sortant des ports au Kenya et en Tanzanie à effectuer des manœuvres d'accostage. Le Mango Tree Group, compagnie chinoise, travaille d'arrache-pied pour apporter la touche finale à la première drague ougandaise. Le projet a pour but de faciliter le transport maritime entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces différents pays se partagent le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ils espèrent ainsi réduire le temps et le coût du transit. Tous les jours, des centaines de camions transportant des milliers de tonnes de marchandises traversent les frontières de l'Ouganda en provenance ou à destination des ports. Il existe un danger potentiel sur les routes et les camions prennent jusqu'à 3 jours pour atteindre Kampala, mais en utilisant le transport maritime, le temps du voyage est réduit à 15 heures seulement. L'Ouganda utilise les routes en provenance du Kenya et de la Tanzanie pour importer une bonne partie de sa marchandise. Ainsi, la facilitation du transport maritime représente une alternative fiable pour les commerçants, alors que le bloc commercial de l'Afrique de l'Est attend depuis longtemps la construction d'une voie ferrée. La Chine planifie aussi d'utiliser des matières premières extraites du Lido. Comme nous le savons tous, c'est une drague. Et si nous draguons les pierres et le sable du lac et les transportons jusqu'au quai, nous pouvons ensuite utiliser des machines pour séparer les différents types de matériaux qui pourront être utilisés comme matériel de construction pour les ports, les voies ferrées et les aéroports. Les ports du Kenya et de la Tanzanie ont récemment exécuté sur les côtes de l'Afrique de l'Est des travaux additionnels de dragage. L'Ouganda a indiqué que dans le cadre du commerce de l'importation et de l'exportation, les efforts entrepris pour draguer ces eaux navigables vont accroître le niveau d'efficacité. Au Zimbabwe, le gouvernement a pris des mesures pour éviter une crise alimentaire imminente. Le Bureau national des acquisitions a autorisé le Bureau de gestion des céréales à importer de façon urgente 230 000 tonnes de maïs du voisin zambien. 30 000 tonnes seront fournies immédiatement pour faire face à la famine en raison de rapports alarmants indiquant qu'il ne restait que quelques semaines de réserve. Cela, selon des officiels, sera réglé en peu de temps. Au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont reçu des suppléments alimentaires cette année, après que de faibles précipitations ont anéanti les récoltes dans la plupart des zones du pays suite à la sécheresse ayant touché la région sud l'année dernière. Il s'agit d'une bonne quantité initiale pour répondre aux besoins de la population durant une certaine période.
Et les choses s'annoncent sombres pour 2016. Le Zimbabwe est confronté à une autre sécheresse en raison des effets du phénomène El Niño, le pire en 18 ans. L'année dernière, près de 150 millions de dollars ont été dépensés en importations alimentaires. Et davantage sera nécessaire cette année, avec une demande qui devrait mettre du stress et une pression supplémentaire sur les caisses de la nation. L'État, par le biais de son Bureau national des céréales, s'est chargé de la plus grande partie de ces acquisitions. Le Bureau national des céréales dispose d'un financement faible et n'est pas parvenu à payer les fermiers locaux pour leur livraison aux silos nationaux au cours des dernières années. Et ce sont ces insuffisances locales qui ont amené des acteurs privés à prendre part au processus. Et des meuniers privés font du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour accorder davantage de licences d'importation et garantir ainsi la qualité des céréales, pas uniquement de Zambie, qui cette saison va aussi connaître un déficit, mais venant d'autres marchés plus éloignés comme l'Amérique du Sud. Historiquement, nous savons qu'une plus grande participation du secteur privé mène à des marchés plus efficaces. Il est irréaliste de penser qu'avec l'état de notre agriculture et les lois actuelles, nous serons capables de répondre à nos besoins. Le secteur privé peut intervenir d'une manière plus importante et garantir qu'il y a une quantité optimale de maïs. La demande annuelle en maïs du Zimbabwe est d'1,8 million de tonnes. Le gouvernement cherche à importer environ 700 000 tonnes pour éviter les pénuries cette année. La ville de Bosaso, dans le nord-est de la Somalie, s'est dotée d'un nouvel aéroport. Construit par une compagnie chinoise, cet aéroport stratégique est désormais ouvert aux vols locaux et internationaux. Reportage. La ville de Bosaso, capitale commerciale du Puntland, une région semi-autonome du nord de la Somalie, a officiellement un nouvel aéroport international. Le président Hassan Sheikh Mohamud a inauguré un aéroport construit par l'entreprise chinoise CCECC. Le budget initial pour ce projet était de 6,3 millions de dollars et nous avons dépensé 3 fois cette somme en réalité. Pour les contracteurs chinois, ce n'est pas juste de la construction, c'est un investissement sur la vie et nous vous remercions des sacrifices que vous avez consentis pour nous. L'aéroport possède une piste de 2,4 km de long, la plus grande de Somalie. La première phase du projet est terminée et les ingénieurs commencent maintenant la phase finale qui comprend un nouveau terminal. Nous sommes montés à bord du premier avion pour atterrir à Bosaso. Les diplomates étrangers et des représentants de l'ONU étaient présents à la cérémonie. Le président somalien dit que l'aéroport est le symbole d'une nation en pleine reconstruction. Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans la réalisation de cette histoire à succès. C'est un progrès important, pas seulement pour la population du Puntland, mais pour la République de Somalie. Nous revenons de loin et nous allons travailler sans relâche jusqu'à ce que la nation soit reconstruite. Le projet a été terminé en moins d'1 an. C'est le premier réalisé par une entreprise chinoise en Somalie depuis la chute du gouvernement central. L'ambassadeur dit que son pays soutient la Somalie. Il a même donné un discours dans la langue locale. La Chine va jouer un rôle important dans le développement et la construction de la Somalie. Le président somalien et le président chinois se sont récemment rencontrés au sommet FOCAC en Afrique du Sud. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire que nous sommes ici pour aider à reconstruire la Somalie. Les compagnies aériennes locales ont commencé leurs opérations à l'aéroport. L'aéroport de Bosaso desservira près d'un tiers de la population somalienne. Le gouvernement fédéral du Nigeria dépense presque 10 millions de dollars par jour pour subventionner du carburant importé pour la consommation intérieure. Une dépense énorme que le président Muhammadu Buhari cherche maintenant à diminuer en rénovant les raffineries du pays. Les détails dans notre reportage. Finalement, les valves sont ouvertes. La raffinerie de 36 ans située dans l'état du Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, est la dernière raffinerie à reprendre la production. Le Nigeria espère ainsi pouvoir atteindre ses quotas de 20% de production de son pétrole. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Buhari a annoncé un changement majeur qui permettrait aux raffineries du pays de devenir rentables et sauverait les milliards de dollars dépensés en subventions aux carburants importés. Même si elles ne fonctionnent pas encore à pleine capacité, les opérateurs disent ici que les opérations dans les raffineries ont, en peu de temps, facilité les choses.
Depuis les quelques jours que nous sommes en opération, nous avons pu constater qu'il n'y a plus de file d'attente dans les stations-service. C'est la contribution que notre raffinerie amène dans la région et surtout dans le nord du pays. Nous sommes présentement à 60% de notre capacité de production. Nous produisons entre 1,6 million de litres et 2 millions de litres d'essence chaque jour. La raffinerie de Kaduna a été construite pour desservir en carburant le nord du pays. Fonctionnant actuellement à 60% de sa capacité, elle produit 20 fois plus d'essence qu'il y a quelques semaines à peine. Maintenant, l'objectif est de passer à 90% de sa capacité dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Nous pouvons donc produire un peu plus de 1,6 million de litres d'essence par jour. Bien sûr, nous voulons produire davantage et si nous atteignons la cible des 90%, nous serons en mesure de fournir 2 millions de litres par jour. Le plus grand producteur africain de pétrole brut a besoin de 40 millions de litres de carburant par jour, mais le pays manque de capacité pour raffiner ses ressources. Ces raffineries ont été négligées pendant des dizaines d'années et les raffineries privées ne pouvaient pas opérer en raison des coûts prohibitifs. Et cela a plongé le Nigeria dans une crise alors que les négociants gouvernementaux et de carburant ont été empêtrés dans un conflit sur les subventions. Les ventes de pétrole brut comptent pour plus de 70% des revenus totaux du pays et pour plus de 90% de ses revenus en devises étrangères. Mais ces deux sources de revenus ont été diminuées de façon importante ces dernières années. L'économie du pays a échappé à la récession en décembre et l'administration actuelle tient à éliminer le coûteux programme de subvention et toute la corruption qui y est associée. Mais le plus important, c'est de s'assurer que les citoyens du pays auront de l'essence à mettre dans leurs véhicules. L'économie nigériane est affaiblie par la baisse des prix du pétrole. De nombreux Nigérians ressentent désormais les effets de cette baisse et doivent revoir leurs habitudes de consommation à la baisse. Les Nigériens ont une forte attirance pour les voitures de luxe. Les rues de la capitale en sont pleines, de différentes formes et tailles. Toutefois, certains propriétaires de ces voitures, comme Alex Oji, commencent à les remplacer. Il a eu cette voiture pendant près de 2 ans et il la revend pour presque la moitié de son prix d'origine. Son choix s'est porté sur une voiture moins onéreuse qui sera plus facile à entretenir. J'adore les voitures de luxe, mais l'économie n'est pas stable et pas adaptée pour entretenir une voiture si chère. Ce n'est plus raisonnable. C'est pourquoi je suis venu ici pour la vendre, pour avoir une voiture plus petite et plus pratique. Nombreux comme Alex font face à des défis similaires. Ils abandonnent leur voiture de luxe en la vendant ou en l'échangeant. Beaucoup ont bénéficié du boom du pétrole, assez pour dépenser des millions dans une voiture luxueuse. Mais dernièrement, le manque de liquidité dans le pays s'est fait ressentir et les prix du pétrole, qui est vital pour l'économie du pays, sont tombés à 32 $ le baril. Et les acheteurs traditionnels recherchent des alternatives aux revendeurs de brut. La situation n'est pas meilleure pour les concessionnaires qui ont beaucoup de stocks. Nous avons ce problème dans le système où les gens rapportent leur voiture d'une valeur de 8 millions de naira. Que se passe-t-il avec l'économie maintenant? Les gens ramènent leurs voitures pour les vendre. C'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent en circulation. Et les ventes sont au plus bas. Le taux de vente est très bas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Par exemple, j'ai cette voiture que je vends pour 14 millions et 14 millions de naira, ce n'est pas une petite somme. Nous manquons vraiment de clients à présent. La baisse dans le patronage a rendu les opérateurs inquiets. Même s'ils ne savent pas quand la situation va changer, ils espèrent que ce sera pour bientôt et que les affaires reprendront très vite. Le Rwanda se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2016 et rêve de remporter le trophée. L'entraîneur Johnny Mankistry déclare que la priorité est de se qualifier alors que l'équipe se prépare actuellement pour le match d'ouverture de samedi contre la Côte d'Ivoire. Hélas, les nations hôtes ont été frappées par la malchance lors des précédents championnats. Mardi, le coach Johnny Mankistry organise une petite session d'entraînement à Kigali, une journée après la victoire de son équipe contre la République démocratique du Congo.
Le Rwanda se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2016 dont il sera l'hôte. C'est la première fois que la compétition aura lieu en Afrique de l'Est. Le match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire aura lieu samedi au stade Amahoro. Les rencontres amicales ont permis de tester nos joueurs contre le Cameroun et la RDC. C'était une bonne préparation. La compétition est réservée aux joueurs basés dans leur pays. Il est parfois difficile de sélectionner les favoris qui participeront au championnat. Les 16 équipes se mettent à niveau avant le grand lancement. C'est la deuxième fois que le Rwanda participe à cette rencontre. C'est en 2011 que l'équipe avait fait ses grands débuts. Cette fois-ci, l'équipe espère s'être suffisamment améliorée pour ne pas décevoir ses fans. Néanmoins, certains supporters ne semblent pas être très optimistes. Je ne pense pas que l'équipe puisse remporter le titre. Elle peut arriver en demi-finale, mais elle reste une équipe jeune et manque d'expérience. Cette compétition sera un véritable challenge. Pour l'entraîneur, la première des priorités est d'éviter la malédiction qui semble faire perdre les pays hôtes. 2 pays hôtes sur 3 n'ont pas eu la chance de voir leur équipe se qualifier lors des précédents championnats. Notre plus grand défi est de se qualifier en début de compétition et de s'appuyer sur cette victoire pour continuer à avancer. L'entraîneur semble vouloir conserver des ambitions modestes. Néanmoins, si son équipe remporte le trophée, ce sera la première victoire d'un pays hôte et même d'un pays d'Afrique de l'Est. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme à tous sur notre antenne.